Elle m'a balancé le café en pleine poitrine en hurlant « Donne ta carte bleue à mon fils, ou tu dégages !» Je suis sorti dans le noir glacial, avant d'apprendre que la maison n'était plus vraiment la sienne. Ce moment-là, il a tourné en boucle dans ma tête, bien après que je sois parti. C'est le bruit qui m'est revenu en premier. Pas sa voix, pourtant assez stridente, mais le sifflement, ce grésillement bref et affreux du café chaud qui traverse le coton pour mordre la peau. On aurait dit le son d'une chose qui agonise dans une poêle. C'était un mardi matin, à Orléans. Il devait être aux alentours de 7 heures. Je m'en souviens, car je venais de jeter un œil à l'horloge du micro-ondes, celle qui avait toujours 4 minutes d'avance. La cuisine sentait le café filtre et le pain grillé un peu brûlé. Le téléphone de Kevin vibrait sur la table, un bourdonnement d'insectes piégés contre le stratifié bon marché. Je m'appelle Franck Lambert. Ce matin-là, j'avais 58 ans. J'avais passé 30 ans comme électricien de chantier, à câbler des écoles, des hôpitaux, des zones commerciales. Une retraite anticipée après une blessure à l'épaule qui n'a jamais vraiment guéri. J'ai toujours cru qu'il fallait payer ses factures à l'heure, tenir sa parole et ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Je n'aurais jamais imaginé me faire agresser dans ma propre cuisine par ma femme. Corinne se tenait près de l'évier, agrippant sa tasse comme une arme. Ses yeux n'avaient rien de fou. C'est ça qui m'a fait le plus peur. Ils étaient juste plats, fatigués, déterminés. « Franck, dit-elle d'un ton trop calme, on en a déjà parlé. » Kevin, lui, n'a même pas levé la tête. Assis à table dans son sweat à capuche, ses pouces glissaient sur l'écran de son téléphone, laissant des traînées de gras de la poitrine fumée qu'il venait de manger. Il a marmonné, le nez sur des notifications d'appli qui clignotaient en rouge. « Les paiements, c'est aujourd'hui. » J'ai posé ma gamelle sur le plan de travail. Le bruit du métal a résonné plus fort que d'habitude. « Je t'ai déjà dit non, ai-je répondu. Je ne mettrai pas ma carte bleue entre ses mains. » C'est là que Corinne a explosé. « Tu as la moindre idée de ce qui va se passer si on lui saisit sa camionnette? Tu veux qu'il reste coincé ici? C'est ça que tu veux ?» J'ai eu un rire sans joie. Ça fait 3 ans qu'il est coincé ici. Kevin a enfin levé les yeux, un demi-sourire étirant sa bouche. « T'as une bonne retraite ?» a-t-il lancé. « Tu comptes l'emporter au cimetière, ton fric ?» J'ai regardé Corinne, attendant n'importe quoi. Un signe de tête négatif, un mot pour me défendre. Au lieu de ça, elle a poussé une assiette d'œufs froids vers moi. « Allez, fais-le, Franck. La famille, ça passe avant tout. » Quelque chose s'est noué dans ma poitrine. La famille, ça ne met pas les gens à la porte, ça ne vide pas les comptes en banque. Et c'est là que le café a volé. Il a frappé mon épaule et ma poitrine, a traversé ma chemise. Une brûlure profonde, instantanée. J'ai suffoqué. La tasse a rebondi sur mon bras et s'est brisée sur le carrelage. Des morceaux ont glissé sous la table. J'ai bêtement remarqué que c'était la tasse avec notre photo de famille, prise à Noël 10 ans plus tôt. On souriait tous, comme si rien ne pouvait jamais mal tourner. « Donne l'argent ou tu dégages !» a hurlé Corinne. Ma peau semblait se rétracter, se recroqueviller sous la douleur. Je suis resté là une seconde, abasourdi, à regarder la vapeur s'élever de ma chemise. Puis j'ai hoché la tête. « D'accord », ai-je dit d'une voix lointaine. « Je m'en vais. » Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé. Je suis allé au placard de l'entrée, j'ai pris ma veste, mes clés, mon portefeuille. J'ai attrapé sur l'étagère du haut la petite boîte en métal où je gardais mes papiers importants, les actes de propriété, tout ce que je ne confiais jamais vraiment à personne. Kevin a ricané. Il était temps. Je suis sorti dans le froid. L'air glacial de mars a giflé ma chemise mouillée comme une punition. Du givre s'accrochait au bord du pare-brise de ma vieille Peugeot. Assis au volant, je me suis contenté de respirer. Chaque inspiration ravivait la douleur de la brûlure. J'ai conduit directement jusqu'à un cabinet médical de garde, rue Jeanne d'Arc. L'infirmière a soulevé ma chemise et a aspiré l'air entre ses dents. « C'est une vilaine brûlure, ça », a-t-elle dit. « Un accident domestique ?» J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. « Vous devriez prendre des photos », a-t-elle ajouté à voix basse. Enveloppant mon épaule, elle m'a fait fixer les dalles du plafond. Jamais je n'aurais pensé avoir un jour besoin de preuves contre ma propre femme. De retour dans ma voiture, mon téléphone a vibré. Une notification de ma banque. Demande d'ajout d'un utilisateur autorisé, Kevin Lemoine. Mes mains se sont mises à trembler. Je me suis garé sur le parking d'un café et je suis resté là, un gobelet d'eau glacée pressé contre ma brûlure. L'odeur de café me soulevait le cœur. J'ai appelé Raymond Mercier, mon vieil ami de chantier,
le gars qui avait été à mes côtés au pot de départ comme aux enterrements. Elle m'a jeté du café dessus, ai-je dit. Il y a eu un long silence. Puis Raymond a répondu « Tu peux venir chez moi ». Cette nuit-là, allongé sur un vieux fauteuil dans le sous-sol de Raymond, l'épaule lancinante, je n'arrêtais pas de penser à une conversation, 1 an plus tôt. Corinne, debout près de la table de la cuisine, avec une liasse de papier. « C'est juste pour nous protéger », avait-elle dit, « au cas où il t'arriverait quelque chose. » Je me souvenais avoir signé avec un stylo noir. J'utilisais toujours du noir. Mais sur la copie que j'avais vue plus tard, l'encre n'avait semblé bleue. J'ai fixé le plafond, écoutant la chaudière s'allumer et s'éteindre, sentant la brûlure me démanger et tirer sous le pansement. Pour la première fois, j'ai compris que me faire mettre à la porte n'était peut-être pas le pire qui me soit arrivé ce matin-là. La maison, elle, était peut-être déjà en train de me glisser entre les doigts. Le sous-sol de Raymond sentait le béton humide et la vieille huile de moteur. Le fauteuil grinçait à chaque mouvement et mon épaule me rappelait par une douleur aiguë que la brûlure était toujours là, bien vivante, sous le bandage. Le sommeil venait par bribes. À chaque fois que je sombrais, j'entendais ce sifflement, le café frappant ma peau. Raymond était déjà debout quand je suis monté. À 61 ans, avec ses genoux fichus et son dos raide, il bougeait encore comme un homme qui a pointé toute sa vie. « T'as une sale gueule » m'a-t-il lancé en me faisant glisser une assiette d'œufs. Je me sens encore pire. Il n'a pas demandé de détails. Il savait. Il a juste hoché la tête et m'a versé un café dans une tasse ébréchée. Je n'y ai pas touché. Après son départ pour un rendez-vous chez le médecin, je me suis assis à la petite table du sous-sol et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient en me connectant à mes comptes bancaires. Cette fois, ce n'était pas la douleur. C'était cette peur qu'on n'ose pas encore nommer. Les chiffres ne mentaient pas. Des retraits d'espèces de 300 €, 400 € dont je n'avais aucun souvenir. Des frais qui s'accumulaient. Un abonnement à une application de paris sportifs dont je n'avais jamais entendu parler. Un autre pour un truc appelé Express Boost. Tout depuis ma carte, toujours au milieu de la nuit. J'ai cherché plus loin. Un crédit à la consommation rapide, 500 € au nom de Kevin, mais avec mon adresse, mon numéro de téléphone, mon historique de crédit. J'ai fermé les yeux. Il ne voulait pas d'aide, il voulait un accès. Mon téléphone a sonné. Le nom de Corinne s'est allumé. J'ai répondu. « Alors, t'es content maintenant » a-t-elle attaqué, sans bonjour, sans pause. Je suis brûlé, tu m'as jeté du café dessus. Tu m'as provoqué, tu as humilié Kevin. Il s'est humilié tout seul en essayant de me voler. La voix de Kevin a surgi, forte et agressive. « Te voler ? Mais ça fait des années que tu vis sur le salaire de maman depuis que tu peux plus bosser. » J'ai eu un rire amer. « J'ai payé cette maison pendant 20 ans. Et toi, tu ne travailles même plus. Tu sers à quoi ?» Corinne ne l'a pas arrêté. Elle a juste soupiré. « Franck, reviens et sois raisonnable. » J'ai fini d'être raisonnable, ai-je dit avant de raccrocher. 1 heure plus tard, j'étais assis en face d'une femme nommée Pauline, à l'agence du Crédit Agricole de l'avenue de Paris. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait la voix calme de quelqu'un qui a vu beaucoup de situations compliquées. Elle m'a écouté sans m'interrompre. La brûlure, la demande de carte, les débits frauduleux. Quand j'ai eu fini, elle a joint ses mains. « Je vois ça plus souvent que vous ne le pensez », a-t-elle dit. « Surtout avec les clients plus âgés, la pression familiale. Qu'est-ce que je dois faire ? On bloque tout », a-t-elle dit. « Aujourd'hui ». Elle m'a guidé, étape par étape. Opposition sur la carte, nouvelle carte, nouveau mot de passe. Elle a bloqué toute tentative d'ajout d'un utilisateur autorisé. Elle m'a aidé à ouvrir un compte courant séparé et à y faire virer ma pension de retraite. « Vous n'abandonnez pas votre famille », m'a-t-elle dit doucement. « Vous vous protégez ». Cette phrase m'a marqué. En quittant la banque, j'ai ressenti une chose que je n'avais pas sentie depuis mardi matin, le contrôle. Ça n'a pas duré. Le soir, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma sœur Sylvie, 2 types de la paroisse, un voisin à qui je parlais à peine. « Pourquoi tu as quitté Corinne ? Elle dit que tu es parti sans un mot. »« Qu'est-ce qui te prend, Franck ?» Je n'ai répondu à personne. Le jeudi après-midi, je suis retourné à la maison pour récupérer des vêtements et mes outils. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, à contempler cet endroit que j'avais repeint, réparé, déneigé et payé. La porte du garage ne s'est pas ouverte. J'ai retapé le code. Rien. Kevin est sorti du côté du jardin, un trousseau de clés se balançant à son doigt, un grand sourire satisfait. « Code changé, t'habites plus ici. Je viens chercher mes affaires. T'as déjà eu ce que tu méritais. » C'est là que j'ai remarqué le véhicule,
un gros pick-up noir, encore tout neuf, garé exactement là où ma vieille Peugeot se tenait d'habitude. Kevin s'est appuyé dessus comme si c'était un trône. En se tournant, j'ai vu quelque chose dépasser de sa poche arrière. Un prospectus brillant. Rachat cash, vente rapide, sans agence. Je suis reparti sans un mot de plus. Ce soir-là, Raymond et moi étions dans sa cuisine. Il a décapsulé 2 bières et m'en a glissé une. Il est à sec, a dit Raymond. Les types comme ça ne réclament pas une carte bleue, sauf s'ils sont désespérés. Je l'ai élevé, ai-je dit doucement, depuis ses 15 ans. Je lui ai appris à conduire. Je me suis porté garant pour son premier prêt. Raymond a secoué la tête. Tu n'as pas élevé un voleur, tu as fait confiance à un voleur. Vendredi matin, en passant devant la maison pour aller chez l'avocate, j'ai vu Kevin dans l'allée, en train de parler à un homme que je ne connaissais pas. Costume gris bon marché, pas de cravate. L'homme a tendu un dossier à Kevin. Kevin a hoché la tête, vite, comme un chien qui attend sa friandise. Je ne savais pas qui était cet homme. Mais je savais une chose, Kevin n'en avait plus après ma carte bleue. Il visait plus gros. Et quoi qu'il prépare, il était assez stupide pour croire que je ne m'en apercevrais pas. Le cabinet de maître Diane Hérault se trouvait au-dessus d'une agence d'assurance fermée sur la rue principale. Le genre d'endroit devant lequel on passe 100 fois sans jamais le remarquer. L'escalier sentait la poussière et le vieux produit à moquette. Mon épaule me lançait à chaque marche, comme pour me rappeler que les blessures se fichent de la fierté. Diane Hérault avait la soixantaine, cheveux gris tirés en arrière, lunettes perchées sur le nez. Son bureau sentait le papier, le vrai, et l'encre d'imprimante. Pas de poster de motivation, juste des étagères remplies de classeurs et une photo encadrée du palais de justice. « Racontez-moi depuis le début », a-t-elle dit en cliquant sur son stylo. Je l'ai fait. Le café, la carte bleue, Kevin, la banque, le prospectus. Elle n'a pas bronché une seule fois. Quand j'ai terminé, elle s'est penchée en arrière. « Franck, on va ralentir tout ça. On ne règle pas la panique par la panique. » Elle a étalé mes documents sur son bureau. Les actes de propriété, les relevés, les papiers que Corinne avait insisté pour qu'on signe chez le notaire après mon accident. Cet avenant à l'acte de propriété, voilà le problème. Mon estomac s'est noué. L'encre, elle était bleue, pas noire. Je signe toujours en noir, ai-je dit. Maître Hérault a hoché la tête. Vous seriez surpris de voir à quel point ça peut compter. Elle a pointé la ligne du témoin. Ce témoin, il n'a rien de neutre. Il est lié à Kevin. Ma mâchoire s'est crispée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut plaider l'abus de faiblesse. Mais ça veut aussi dire que rien n'est automatique. Il nous faut des preuves et de la patience. La patience n'a jamais été mon fort. Mais ça, ce n'était pas du cuivre et des gaines. C'était du papier et des gens. Le plan était simple. Primo, une demande de séparation de corps, non pas pour être libre, mais pour avoir un statut légal. Secondo, une requête en urgence pour la jouissance exclusive du domicile, en invoquant l'agression. Tertio, une demande pour geler toute modification de l'acte de propriété jusqu'à ce que le tribunal examine l'affaire. Ce n'est pas de la vengeance, a-t-elle précisé, c'est de la protection. Corinne n'est pas un monstre, ai-je soufflé. Elle a peur de finir sans rien. Les yeux de l'avocate se sont adoucis un instant. La peur fait faire de terribles calculs. Mais ça n'excuse pas ce qui s'est passé. Avec Raymond, on a récupéré ce que je pouvais légalement. Pendant que Corinne et Kevin étaient sortis, on a pris le courrier dans la boîte aux lettres qui portait encore mon nom. Caché dans une boîte de céréales, j'ai trouvé des lettres pliées avec des tampons rouges. Dernier appel, avis de poursuite. Elles n'étaient pas à mon nom. De retour au cabinet, je les ai étalées. Maître Hérault n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête comme un médecin qui confirme un diagnostic. Il est en train de se noyer. Et les gens qui se noient s'accrochent à tout ce qui flotte. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Demande de crédit reçue. J'ai senti quelque chose se fêler en moi. Pas de la colère cette fois, mais de la clarté. Kevin n'était pas juste imprudent, il était aux abois. Et les hommes aux abois font des erreurs publiques. L'avocate a déposé les requêtes avant la fin de la journée. En partant, elle m'a dit « Franck, si quelqu'un se présente en prétendant vouloir acheter votre maison, appelez-moi. Ne discutez pas. Laissez les papiers parler. » Cette nuit-là, sur le fauteuil de Raymond, l'épaule me démangeant, je fixais le ventilateur du plafond tourner lentement. J'avais passé ma vie à réparer des choses avec mes mains. Maintenant, j'apprenais à me battre avec de l'encre. Et l'encre, je commençais à le comprendre, ça dure plus longtemps que les bleus. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, je l'ai entendu à travers la voix de Corinne.
Aigu, paniqué, se brisant au téléphone alors que je me tenais dans l'allée de Raymond, les clés à la main, sans savoir s'il fallait monter dans la voiture ou juste m'asseoir sur le trottoir. « Il y a un homme dans la maison. Franck, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai fermé les yeux. Quel genre d'homme? Un inconnu, en costume. Il est calme, trop calme. Il dit que je n'ai pas le droit d'être ici. C'était un jeudi, en fin d'après-midi. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Mathieu Perrin, administrateur de biens, agissant sur instruction du tribunal en attendant l'audience. Pas de sirène, pas de cri, juste un porte-document et une voix qui ne s'élevait jamais. « Madame, je dois vous demander de reculer pendant que je complète l'inventaire. » Corinne lui a demandé pour qui il se prenait. « Je représente ta propriété, » a répondu calmement Perrin, « pas les personnes. » Kevin a débarqué derrière elle, gonflé comme un coq. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est notre maison. » Mathieu Perrin n'a pas scié. « Monsieur, votre nom n'apparaît ni sur l'acte de propriété, ni sur les factures. Je vous prie de sortir. » Cette phrase a fait plus de dégâts que n'importe laquelle de mes menaces. Quand Corinne m'a enfin appelé, elle était en larmes. « Tu m'as prise par surprise, tu m'as humilié. Tu m'as jeté du café dessus, » ai-je dit calmement, « et tu m'as dit de dégager. » Il y a eu un silence. J'entendais Kevin faire les 100 pas en arrière-plan, en jurant. « Tu n'avais pas à mêler des étrangers à ça, » a-t-elle repris. J'ai regardé mon épaule bandée. « C'est toi qui as commencé, » ai-je dit. « Tu ne les as juste pas appelés par leur nom. » Les retombées ont été rapides. Ma sœur Sylvie a appelé le soir même. « Corinne dit que tu as envoyé un type pour la mettre dehors. » J'ai envoyé une ordonnance du tribunal. « C'est ta femme, Franck, pas ton ennemi. » J'avais envie de hurler. À la place, j'ai fixé une tache d'huile sur le béton et j'ai dit « J'essaie juste de garder un toit au-dessus de ma tête. » Le vendredi matin, au repas de l'amicale, les gens avaient choisi leur camp. J'ai failli perdre mon sang-froid quand un type que je connaissais depuis 20 ans a secoué la tête en me voyant et a dit « J'aurais jamais cru que tu lui ferais un coup pareil. » Ce qui m'a tenu, ce n'était pas la colère. C'était l'image de Mathieu Perrin dans mon salon, en train de cataloguer les meubles avec un stylo, comme si c'était un jeudi ordinaire. Dans l'après-midi, Kevin m'a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, presque blanche. « Tu te crois malin? Tu crois que tes papiers te rendent intouchable? Je vais te pourrir la vie. » Je n'ai pas rappelé. J'ai transféré le message à Maître Hérault. Elle a répondu par une seule ligne. « Bien, laissez-le parler. » Je me suis assis sur le bord du fauteuil de Raymond, écoutant le ronronnement de la chaudière. Pour la première fois depuis ce mardi matin, j'ai senti le sol bouger. Non pas sous mes pieds, mais sous les leurs. L'étranger en costume n'avait pas eu besoin de hausser la voix. Le vendredi soir, à l'amicale, il y avait toujours le même rythme, le même cliquetis d'assiettes, la même odeur de friture, les mêmes hommes s'asseyant sur des chaises en métal comme s'il fallait négocier avec leurs articulations. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Raymond a dit que rester caché serait pire. La salle est devenue silencieuse de cette façon dont les gens prétendent qu'elle n'arrive pas. Les conversations ont baissé d'un ton, les regards m'ont évité trop vite. J'ai pris un plateau. La brûlure sous ma chemise me démangeait. « Salut Franck !» Un demi-sourire, un signe de tête, puis un murmure derrière moi. « C'est lui ? Il est parti comme ça ?» À une table dans un coin, Corinne était assise, raide, les mains jointes autour d'un gobelet en carton. Kevin se prélassait à côté d'elle dans une veste neuve, le bras nonchalamment posé sur le dossier de la chaise. Quand il m'a vu, sa bouche s'est étirée en un sourire suffisant. Raymond s'est penché vers moi. « Ne mords pas à l'hameçon, laisse-le parler. » Au milieu du repas, Corinne s'est levée. Sa voix tremblait, mais elle portait. « Je veux juste que les gens sachent, a-t-elle dit, que je n'ai rien demandé de tout ça. » Mon estomac s'est serré. Elle n'a pas eu besoin de me nommer. Kevin a enchaîné, mielleux. Franck est un peu perdu en ce moment. Il est très stressé. On essayait juste de l'aider. Quelques têtes ont hoché la tête en signe d'approbation. J'ai senti mes poings se serrer sous la table. Plus tard, dehors, sous les lumières jaunes et bourdonnantes, un homme que je connaissais à peine s'est approché de Raymond. « J'ai vu Kevin la semaine dernière », a-t-il dit à voix basse, avec un type qui parlait vite, des papiers à la main. Les sourcils de Raymond se sont haussés. Il m'a jeté un regard. C'était la première fissure. Lundi matin, le palais de justice sentait le bois ciré et le désinfectant. Je me suis assis sur un banc dur, le cœur battant lentement. Kevin est entré dans un costume bleu marine bon marché, l'étiquette de la manche encore à moitié visible. Corinne évitait mon regard.
Dans la salle d'audience, Maître Hérault a parlé simplement. Pas de théâtralité, juste des faits. Les photos de la brûlure, les relevés bancaires, l'avenant à l'acte de propriété, l'inventaire de l'administrateur. Kevin a essayé d'interrompre une fois. La juge a levé une main. « Monsieur, vous aurez votre tour. » Il ne l'a jamais vraiment eu. Quand tout a été fini, Corinne s'est effondrée dans le couloir. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin », a-t-elle sangloté. Il disait que ce serait temporaire. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle paraissait petite, vieillie. « Je t'ai demandé d'arrêter, ai-je dit. Tu m'as dit de dégager. » Elle a tendu la main vers mon bras, puis s'est figée en voyant le pansement. Son visage s'est défait. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré. J'ai reculé d'un pas. Certaines excuses arrivent trop tard pour réparer quoi que ce soit. Alors que Kevin était emmené pour régler une autre affaire, des amendes de stationnement impayées, les gens ont commencé à nous regarder. Pas lui, moi. Dehors, Raymond m'a posé une main sur l'épaule. « Tu as tenu bon, c'est comme ça qu'on gagne. » J'ai hoché la tête en regardant Corinne descendre les marches, seule. Les gens de l'amicale parleraient. Ils parlent toujours. Mais maintenant, ils avaient toute l'histoire. La salle d'audience s'est vidée comme après une tempête. Je suis resté assis un instant, laissant ma respiration ralentir. Mon épaule me démangeait, un rappel sourd que la douleur ne s'en va pas juste parce que les cris ont cessé. Maître Hérault s'est penché. C'est fini, du moins la partie qui compte. Les ordonnances du juge étaient claires. L'avenant à l'acte de propriété était gelé. La tentative de vendre la maison n'aboutirait à rien. Kevin avait l'interdiction de s'approcher de la propriété et d'entrer en contact avec moi. Corinne attendait près des portes. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, les épaules voûtées. « Franck » a-t-elle dit quand nos regards se sont croisés. Je ne pensais pas qu'il essaierait de la vendre. Il m'avait dit que c'était juste de la paperasse pour gagner du temps. J'ai hoché la tête. Le temps, ça coûte cher, et il dépensait le mien. Elle a jeté un œil à mon épaule. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, j'ai entendu le sifflement à nouveau, la tasse qui se brise, les mots qui ont suivi. « Je te crois », ai-je fini par dire. Mais te croire ne répare pas ce qui s'est passé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a tendu la main, puis l'a laissé retomber. « On peut tout recommencer ?» La question flottait entre nous comme de la fumée. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai besoin de calme. Elle a acquiescé, comme si elle s'y attendait. Puis elle a tourné les talons et a descendu les marches, seule. Raymond m'attendait dehors. « Un café » a-t-il demandé avec un demi-sourire. « Pas aujourd'hui. » Nous sommes rentrés en silence. Quand j'ai déverrouillé la porte, une odeur m'a arrêté. Un mélange de propre et de vieux café. Les pièces paraissaient plus grandes sans le bruit de Kevin pour les remplir. Dans la cuisine, la tasse brisée avait disparu. À sa place, il y avait une tasse blanche, simple, propre et vide. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit. Le matin, je suis allé au petit restaurant du quartier. La serveuse m'a posé une assiette d'œufs et de pain grillé en disant « Semaine difficile ?» J'ai eu un petit sourire. On peut dire ça. Un homme de l'amicale s'est arrêté à ma table, puis un autre. Pas de discours, juste des signes de tête. Une main sur mon épaule, une forme de reconnaissance, ça comptait plus que de gagner. Je ne vais pas vous dire que tout s'est arrangé, ce serait faux. Le papier peut protéger une maison, mais il ne peut pas reconstruire la confiance. Certains soirs, le silence est trop grand. Certains matins, je sursaute encore à l'odeur du café. Mais j'ai appris quelque chose à 58 ans que j'aurais aimé savoir plus tôt. L'amour n'a pas le droit de vous coûter votre dignité. La famille n'a pas le droit de vider vos comptes en appelant ça de l'aide. Et quand les mots ne suffisent plus, le papier, lent, ennuyeux, honnête, peut dire la vérité à voix haute. Parfois, la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est de dire non, et de le penser vraiment.